Alors la difficulté de trésorerie vient de la difficulté du créateur d'entreprise. On crée une entreprise, on nous demande des fonds importants au départ. On sait qu'on a au moins pour cette année de fonds à rembourser. C'est très lourd, il est très difficile de se faire une trésorerie pendant cette période-là. Réduire les dépenses publiques pour permettre d'avoir une activité plus rémunératrice, je crois que c'est l'intérêt d'un gouvernement. Dès lors qu'on motive et on impulse de la créativité économique qui donne de la richesse aux entreprises, au bout du compte, tout le monde a bénéficié, y compris les salariés. Quand on fait une demande d'emprunt ou de leasing, eh bien, malheureusement, même si on est en statut de société à responsabilité limitée, comme l'indique le titre de nos sociétés, très souvent, la garantie du chef d'entreprise est demandée. Sur le côté financement, aujourd'hui, on a pas mal d'aides en ce qui concerne par exemple les sociétés de cautionnement. On a la SAG, on a la Socama, des gens qui sont assez performants dans ce domaine-là et qui permettent quand même aujourd'hui d'avoir des prêts sans être obligé d'engager systématiquement des biens personnels. Ça, c'est un très bon progrès. Après, je pense qu'on peut encore évoluer. Oui, on pourrait avoir un fonds commun pour aider les jeunes à démarrer qui n'ont vraiment pas de finances. Nous-mêmes, nous avons bénéficié à une certaine période d'aide de fonds publics. Les fonds FISAC nous ont aidés à mettre aux normes notre magasin par rapport à un certain type de matériel. C'est vrai que plus l'artisan est au courant de ces aides et de la façon dont il peut les obtenir, meilleure la qualité sera par rapport aux entreprises françaises. Alors l'EIRL, c'est un statut qui est intéressant pour les nouvelles entreprises qui se créent, bien sûr. Pouvoir dissocier le patrimoine personnel et professionnel, c'est très important. Je préfère pour le moment rester tout seul et je n'embauche pas, parce qu'effectivement, on est trop assassiné par tout ce qui est charges et taxes. Une embauche nécessite un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires doit être constant de manière à pouvoir assumer les charges salariales que cette embauche implique. Donc il est vrai que plus les charges sont lourdes, moins on crée d'emplois. C'est fort dommage parce qu'il y aurait des moments où effectivement on pourrait embaucher à nouveau 2 ou 3 personnes, créer une impulsion, une dynamique et l'artisan est bloqué à cause de ces charges sociales. Vraiment, il y a vraiment 2 types de concurrence à trouver dans notre culture artisanale. Il y a l'auto-entreprise, il y a la concurrence des marchés courts, des marchés dits directs de l'agriculture. En agriculture, ils ont droit à des subventions pour faire un atelier agréé, chose à laquelle nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que nous, on nous demande d'avoir des taux normes dans nos laboratoires, des taux normes dans nos boutiques, sauf qu'on n'a même plus droit à des prêts à taux zéro. On a des prêts avec les taux qui sont ce qu'ils sont. La différence entre les autres entrepreneurs et nous, entreprises, c'est qu'on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes contraintes. Limiter le statut d'auto-entrepreneur à 1 an, bien sûr que ça serait plus juste. La législation, en règle générale, dans nos métiers, surtout ce qui est de l'alimentaire, c'est vrai qu'elles évoluent assez rapidement. Il y a bien trop de lois, beaucoup de choses inadaptées à l'entreprise artisanale et ça change trop souvent. Alors, on n'est pas forcément toujours informé justement de ces évolutions. Quand on fait partie d'organisations professionnelles, on a un soutien qui nous vient de leur part. Ils sont là pour nous aider, nous informer et puis pour nous aider à trouver des solutions. Par rapport à nos métiers, je pense que l'orientation, elle est encore, on va dire, un peu péjorative. C'est-à-dire que si tu n'es pas forcément bon à l'école, tu iras faire pâtissier, boulanger ou boucher. Au niveau de l'orientation des jeunes, je pense qu'il y a à travailler au niveau des conseillers d'orientation dès le collège. Au niveau des professeurs référents, sûrement aussi. Ils ont beaucoup à faire, mais ils devraient sans doute prendre un petit peu plus la peine, en fonction de ce que demandent les jeunes, de vraiment savoir à quoi correspond le métier. Il faut déjà avoir une expérience. Souvent, les gens qui sortent de l'école et qui n'ont pas fait ça en alternance n'ont pas cette expérience. Donc, il est difficile de pouvoir les embaucher. L'apprentissage il se fait à Romans, pas très loin de chez nous. On en prend des stagiaires pour leur apprendre le métier, en complément de l'école. Pour beaucoup, voire tous les métiers de l'artisanat,
au moins en perfectionnement, l'apprentissage est quelque chose d'extraordinaire. Et pour les premières années d'apprentissage, que ce soit à tout niveau de diplôme, c'est sûr que les entreprises devraient avoir beaucoup plus d'aide qu'elles n'en ont au jour d'aujourd'hui. Il nous est arrivé d'avoir du mal à embaucher tout simplement parce que notre zone est très peu desservie en logement, en transport, toutes ces infrastructures qui permettraient à l'étudiant de pouvoir se rapprocher de l'entreprise. C'est vrai que pour un apprenti, c'est pas facile d'être autonome financièrement quand il faut se loger, quand il faut commencer aussi à pouvoir manger régulièrement. Donc je pense que oui, de ce côté-là, on a encore beaucoup à faire par rapport à l'apprentissage. Pour un surcroît d'activité, nous avons voulu embaucher une deuxième personne. On a eu du mal à recruter, ce qui est dommage parce que ça va aussi dans le fait de vouloir, quand on veut avancer et se développer, si on bute sur le recrutement, c'est difficile de continuer d'avancer. Alors, les recherches d'emploi, on essaye beaucoup de travailler avec nos organisations professionnelles. On essaye de s'adresser au CFA. Et puis, en dernier recours, on essaye de s'adresser à Pôle emploi. Il y a une petite méconnaissance un petit peu totale du milieu. C'est pas forcément évident. Pôle emploi, pour l'instant, a plutôt vertu à aider les salariés ou les personnes en fin de droit à essayer de redémarrer, de rebondir dans la vie, dans notre société. Et très peu d'apprentis ou de jeunes passent par l'intermédiaire de Pôle emploi. Les difficultés qu'on rencontre le plus souvent, c'est quand même de pouvoir recruter du personnel de qualité et surtout pouvoir le garder par rapport justement à cette concurrence que l'on a vis-à-vis des grandes entreprises. Nos entreprises, nos structures artisanales ont effectivement de la difficulté dans la mesure où on ne bénéficie pas assez de façon facile des systèmes d'intéressement pour nos employés. L'attractivité, bien sûr, est liée à plusieurs facteurs. Le premier, je dirais, c'est l'image qu'on peut donner d'un secteur. Le deuxième facteur, c'est les conditions de travail que l'on peut avoir au sein d'une entreprise et les avantages qu'on peut en tirer. L'épargne salariale ou l'intéressement ou tout ce qu'on peut mettre en plus d'un salaire peut être un facteur d'attractivité au sein du secteur de l'artisanat. Alors les réglementations concernant les entreprises ne sont pas adaptées aux TPE. Les projets de loi qui sont réalisés, qui sont proposés, sont faits à partir de statistiques sur des entreprises minimum 50 salariés. Je dirais qu'encore aujourd'hui, travailler dans l'artisanat revêt une certaine image qui est extrêmement erronée. On ne devrait pas dire qu'on travaille que dans l'artisanat, on devrait dire que nous sommes des chefs d'entreprise de l'artisanat. On devrait revendiquer que nous sommes la partie médiane de l'économie française et que cette partie est très importante parce qu'elle est la base de l'économie. Et que sans cette base-là, il n'y aura plus d'économie. Une autre forme de dialogue en dehors de l'entreprise, bien sûr, me paraît nécessaire. Le dialogue dans l'entreprise, ce n'est pas le vrai dialogue social comme on l'entend entre partenaires sociaux. C'est un dialogue plus formalisé qui va dans le sens de dispositifs très clairs de promotion, de fidélisation, de transmission et qui ne vont pas dans le quotidien du dialogue qu'une entreprise peut avoir avec ses salariés. C'est vrai, dans la redéfinition des territoires, avec les départements, les chambres consulaires également, avec la RGPP, on a aussi pas mal de choses qui sont mises en place pour justement faire des économies à l'État en matière de financement public. Je pense que c'est une bonne chose parce que dès lors qu'on mutualise des moyens, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure efficacité et puis il y a un coût moindre malgré tout. Sur les marchés publics, on se bat pour qu'ils soient accessibles aux très petites entreprises de façon à ne pas avoir à dépendre des grosses entreprises sur des marchés qui nous intéresseraient.